Complètement. Pour un investisseur qui veut, voilà, tout seul entre guillemets, pouvoir fouiller un peu ce qu'il y a dans ses investissements et essayer de comprendre est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une stratégie d'impact derrière, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment greenwashing et qui n'est pas du tout à la hauteur de ses exigences. En fait, déjà, pas forcément se fier au nom du fonds, parce que les noms des fonds, encore une fois, parfois peuvent être vendre un petit peu du rêve, et en fait, on se rend compte que derrière la méthodologie qui est appliquée n'est pas forcément suffisamment ambitieuse. Ça, il y a eu aussi des changements de réglementation depuis il y a quelques années. En 2024, l'ESMA, qui est un peu la police des marchés et des fonds d'investissement, a mis en place une nouvelle réglementation qui a proposé des guidelines qui ont ensuite été mises en place par l'AMF, qui disait, OK, voilà, tous ces noms-là, donc par exemple sustainability, vert, durable, etc. C'est des termes qui sont beaucoup plus réglementés qu'avant et qu'on ne peut pas utiliser comme ça à tire-larigot dans les noms des fonds sans qu'il y ait des réglementations. Et suite à ça, il y a, je crois, 64%, je m'étais noté la stat, 64% des fonds qui ont changé de nom suite à cette réglementation. Donc c'est pour dire, ça veut dire qu'il y a 64% des fonds qui ont considéré qu'en fait, l'utilisation du terme, elle était un peu trop risquée et donc ils préféraient pas l'utiliser. Donc c'est qu'ils eux-mêmes n'étaient pas très sûrs du niveau d'engagement qu'ils avaient, quoi. Donc, ça montre à quel point il ne faut pas forcément se fier au nom d'un fonds. Évidemment, ça donne une indication, mais en fait, ça ne suffit pas. Alors aujourd'hui, c'est plus réglementé, mais malgré tout, il peut y avoir un peu des trous dans la raquette et on peut avoir des fonds qui ont un nom qui vend du rêve et en réalité, derrière, c'est pas forcément… Donc, d'où l'intérêt d'aller creuser concrètement, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds? Aujourd'hui, tous les fonds ne publient pas ce qu'on appelle l'inventaire, donc c'est vraiment les sous-jacents et les entreprises qu'il va y avoir à l'intérieur du fonds. Tous les fonds ne publient pas publiquement leur composition. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies d'investissement dans certains fonds qui font que leur stratégie, ils veulent pas qu'elle soit copiée par un concurrent. Donc les poids qu'ils vont attribuer aux différents fonds, etc., parfois peut être privé, ou alors peut être publié, mais avec certains mois de décalage. Donc nous, en tant que chez Goodvest, en tant que expert du secteur, on signe des accords de confidentialité avec les entreprises pour justement qu'elles nous envoient le détail précis qu'elles ne publient pas forcément. Ce qui est publié, c'est ce qu'on… Justement, je voulais savoir un peu comment vous faites alors du coup. Donc nous, du coup, on signe des accords de confidentialité avec ces entreprises-là. Après, pour ce qui est des ETF, donc c'est des fonds d'investissement qui ont une approche spécifique qui répliquent des indices de marché. Là, pour le coup, comme on réplique un indice qui est public, cet indice-là, forcément, il est public. Donc, en fait, on peut avoir la composition en ligne. En revanche, pour ce qui est de ce qu'on appelle les fonds de gestion active, donc c'est des fonds vraiment avec une stratégie qui va être propre à la société de gestion de ce fonds. Là, souvent, c'est pas public. Et donc, souvent, nous, en tant qu'acteurs de l'épargne financière, etc., on a un peu un avantage de pouvoir justement signer ces accords de fonds de confidentialité pour avoir le détail de l'inventaire. En revanche, ce qui est toujours public, c'est le top 10 des 10 entreprises les plus pondérées dans le fonds. Et ça, comme vous le disiez, en tapant ce qu'on appelle le code ISIN, donc ISIN, oui, c'est ça, on peut obtenir sur Google assez facilement, en tapant ce code-là, les pages du fonds, et là, télécharger ce qu'on appelle souvent des rapports mensuels ou des fact sheets, ça s'appelle également. Et là, souvent, il y a le top 10 des entreprises. Et donc, parfois, vous allez avoir un peu des usual suspects, vous allez vous dire, OK, en fait, quand j'investis dans un fonds États-Unis durable et que mon top 10, il y a toutes les GAFAM dedans, ça arrive très souvent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la stratégie de pondération qui va utiliser des scorings USG, donc on peut dire que c'est un fonds États-Unis USG. Maintenant, de là à dire que c'est une stratégie à impact, pas forcément. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de SG qui est utilisé derrière. Mais en fait, ça veut pas dire que derrière, on va financer les entreprises de la transition comme le souhaitent généralement les gens qui souhaitent investir responsable. Et en fait, c'est là un décalage entre ce que l'univers de la finance et le monde financier avec ses réglementations a créé et en fait les attentes réelles des épargnants derrière qu'on n'écoute jamais et qu'on n'interroge même pas. Et où en fait, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre ce que pensent faire les gens quand ils choisissent des fonds ISR et ce qu'ils font vraiment. Mais en fait, ils comprennent pas la logique derrière, parce qu'évidemment, c'est extrêmement complexe. Et du coup, c'est là qu'on a ces risques de greenwashing, de proposer quelque chose à quelqu'un sans lui expliquer la rationnelle derrière et comment c'est créé, quoi. Donc, effectivement, regarder le nom du fonds, ça suffit pas. Et regarder le top 10 des entreprises qui sont financées, c'est un bon indicateur pour se dire, OK, est-ce que là, on est sur un truc
qui est à côté de la plaque, entre guillemets, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de sérieux et où on voit des entreprises de secteurs clés de la transition qui paraissent cohérents?